Bonjour à tous, bienvenue dans ce second Si on parlait sport de la saison sur TV 78, l'émission à ne surtout pas manquer sur vos écrans également en podcast si vous êtes un passionné de sport local. Pour m'accompagner, la Dream Team comme toujours, présentation en musique comme d'habitude. On commence à ma gauche, musique. Il sera une nouvelle fois la tête d'affiche de cette nouvelle saison de Si on parlait sport sur TV 78. Il nous est fidèle et on en est très heureux. Notre superstar coach Jean-Miss est avec nous sur cette émission. Bonjour Michael. Comment allez-vous Jean ? Mais toujours la pleine forme, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tout va bien. Ouais, on vous voit avec la banane comme d'habitude. Oui, mais il a fait beau hier, donc c'est agréable, un peu moins aujourd'hui, mais bon, c'est agréable. C'est comme ça. Voilà, une petite équipe réduite aujourd'hui. J'en profite pour faire un petit coucou à mes deux potes Pierre et Philippe. Voilà, bon le message est passé, ils passeront sûrement sur de prochaines émissions. On termine de l'autre côté, musique, vous reconnaissez sa musique, il est originaire de la petite ville de Diamante en Italie, du sang vert, blanc et rouge coule dans ses veines, c'est aussi un passionné de sport local. Il va une nouvelle fois nous émerveiller dans cette émission. Notre Italian lover Grégory Canale est avec nous. Bonjour Mickaël, bonjour Jean, bonjour à tous. Oui, le cœur vert, blanc, rouge, avec aussi une part de bleu bien sûr comme le maillot de l'Italie. Voilà, c'était un mois de septembre en plus. Tout sourire pour l'équipe d'Italie avec une victoire face à l'équipe de France. Toujours un match particulier. On avait dit qu'on n'en parlait pas dans cette émission, Grégory. Mais toujours un match particulier pour moi, descendant d'immigrés italiens. Voilà, et en plus, succès italien, il y en a eu d'autres. Yannick Sinner à l'US Open. Donc, un mois de septembre au beau fixe qui se termine quand même sur une note triste avec la disparition de Toto Schilacci, légende du foot italien qui avait marqué la Coupe du Monde 90. Je ne l'avais pas vécu, puisque j'étais pas né, mais mon grand-père qui était un passionné de football m'en parlait toujours. Donc un mois italien. Une légende italienne. Ouais, alors nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Nous allons parler de boxe et du retour au premier plan de l'Yvelinois Tony Yoka. Nous allons parler des Jeux Olympiques de Paris 2024. Quel site yvelinois vous a le plus séduit pendant la compétition ? Mais avant de parler de ces thèmes, nous allons parler football et du FC Versailles. On va donc commencer par du football. Le FC Versailles qui évolue en national cette saison est actuellement à la 8e place du championnat après 5 journées disputées. Ils ont un bilan d'une victoire 3 nuls dont un spectaculaire 3-3 contre Aubagne et une défaite en 5 matchs. La dernière défaite était contre Orléans à domicile à 10 contre 11. Pour l'instant, les Versaillais dirigés par Jean-Luc Vasseur pointe à 5 points de la première place. La question sur cette thématique, peut-on être satisfait du début de saison du FC Versailles ? Vous êtes mitigé, Grégory, et vous êtes mitigé. Alors, vous êtes tous les deux mitigés. Bon, on va commencer par vous, Grégory. Pourquoi ? Mitigé parce que c'est vrai que si on regarde purement les résultats sportifs, avec une seule victoire, cette défaite aussi la semaine dernière contre Orléans, cette incapacité peut-être à renverser certaines situations, parce qu'il y a quand même 3 matchs nuls, c'est vrai qu'on peut rester sur notre faim d'un Versailles qu'on attend toujours au sommet de cette nationale, qui essaye de se stabiliser, mais on le sait, il y a toujours le projet Ligue 2. Qu'est-ce qui me fait être mitigé ? C'est aussi le côté un peu expérimental de cette équipe, dans le sens qu'il y a eu beaucoup de changements à l'intersaison. On le sait, les effectifs du championnat national peuvent changer très, très rapidement. Il y a eu, il me semble, 11 arrivées, 17 départs, avec quand même des départs de poids. Il y a Kevin Nedjié qui est parti du côté du Feyenoord de Rotterdam. D'ailleurs, il a fait ses débuts cette semaine en Ligue des Champions. Donc c'est quand même des joueurs importants qui sont partis. Dans l'autre sens, des joueurs aussi importants qui arrivent. Il y a aussi un nouvel entraîneur adjoint. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé du côté du FC Versailles. Donc c'est vrai que sur ce début de saison, Jean-Luc Vasseur, le coach, l'avait dit, ça va être expérimental. On ne sait pas forcément comment vont se passer les choses. Donc moi j'ai envie d'attendre. Encore, on dit souvent qu'on va attendre ce que font les Versaillais par la suite. Mais il y a quand même un gros changement d'effectif et c'est ce qui me fait pour le moment rester, on va dire, sur la réserve. Je pense que le FC Versailles a un potentiel pour faire mieux. Donc vous êtes plutôt positif quand même dans votre réponse. Même si on regarde les résultats, si on est purement mathématique et on analyse la logique mathématique, on est en droit d'attendre mieux du FC Versailles. Jean, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors oui, mais moi je suis mitigé aussi parce que on est en début de saison, il n'y a que 5 journées, la saison est longue et comme a dit Grégory, il y a eu énormément de changements, ce qui fait qu'il faut quand même attendre que la mayonnaise prenne, que Jean-Luc Vasseur veut mettre en place soit effectif et vraiment se concrétise sur le terrain. Donc sur 5 journées,
on peut pas tirer sur l'ambulance, comme on dit, parce que là, le championnat ne fait que démarrer. Après, bon, ils sont 8e, ils sont qu'à 5 points du premier, on peut pas dire qu'ils soient complètement largués et que ce soit catastrophique. Ils font des résultats qui sont un petit peu, sur les 5 premières journées, qui sont un petit peu bizarres, parce que ils se font battre par une équipe qui est classée en bas. Ils font des matchs nuls face à des équipes qui sont à peu près pareilles au niveau du classement. Donc sur ces 5 premières journées, on ne peut pas tirer trop de conclusions quant à l'avenir. Mais par contre, moi je préfère être positif aussi, parce que c'est un club quand même qui a l'habitude de jouer les hauts de tableau, d'essayer de jouer pour la montée. Et là, on ne peut pas d'entrée leur jeter la pierre alors qu'il n'y a que 5 journées. D'autant que c'est un championnat en plus qui va très vite. Ouais. Je vais en parler de la défaite face à Orléans. Orléans qui était classé derrière Versailles avant cette journée. Ils sont passés devant Versailles. Donc une victoire, ça peut très vite vous replacer aussi dans la course. 5 points, c'est rien, quoi. Est-ce que finalement, le début de saison est plutôt mitigé à cause de cette dernière défaite? Parce que s'ils avaient gagné contre Orléans, on n'aurait peut-être pas forcément le même discours. Oui, mais encore une fois, la saison est longue. La saison est longue et ça va très vite. Ça va très vite. Bien sûr que s'ils avaient tout gagné, ils seraient premiers. Donc ça, ne serait-ce que contre Orléans, ils seraient dans le top 3, top 4. Je suis d'accord, mais c'est le sport. Le sport, c'est comme ça. Encore une fois, s'ils gagnent tout, il n'y a pas de problème et on ne se poserait pas la question. Mais là, c'est le sport. Il y a des performances et des contre-performances et des résultats qui sont plus ou moins bons. Là, contre Orléans, c'était, on va dire, un adversaire qui était sur le papier, mais à la 4e journée, quoi. On jouait la 5e, ils jouaient la 5e contre eux, ils étaient derrière eux, mais enfin, ils perdent le match et ils leur passent devant. Mais la prochaine journée, ça peut être le contraire. Orléans peut perdre, Versailles peut gagner et repasser devant Orléans. Donc ça va très vite. Hein. Et c'est un championnat qui est relevé en plus. Alors Versailles a toujours l'un des meilleurs budgets de ce championnat national, autour des 7 millions d'euros pour cette saison. Mais il y a quand même un championnat national où il y a des équipes qu'on connaît très bien qui se stabilisent. Orléans en est un exemple. Mais il y a aussi 10 réserves de clubs professionnels cette année dans ce championnat national. Donc il y a quand même un niveau assez relevé. On sait que c'est un championnat difficile. Il y a toujours, ça arrive, des belles histoires avec des clubs qui montent chaque année. Mais en général, on a plus des parcours de clubs qui se stabilisent d'abord en national avant peut-être d'aller dans le championnat de Ligue 2. Donc attendons de voir aussi la suite de la saison, parce qu'on n'est qu'au début. La dernière question sur le FC Versailles. Est-ce qu'on n'attend pas trop finalement du FC Versailles? Ils ont de superbes maillots, on les a vus. Ils ont Pierre Gasly maintenant comme actionnaire. Ils vont avoir un documentaire également sur eux. Est-ce qu'on n'attend pas trop finalement du FC Versailles, Grégory? C'est sûr qu'ils ont une exposition que n'a aucun club de national. Quand on regarde là le plan marketing développé par Alexandre Mullier, le président, avec le copropriétaire Fabien Lazare, il y a un maillot magnifique, on va pas citer le sponsor, mais qui a été développé cette saison, qui a été pensé pour le FC Versailles, qui a été très vite en rupture de stock. Alors pourquoi rupture de stock? Ils ont un ambassadeur de poids, le FC Versailles, quelqu'un qui est entré au capital, vous l'avez dit, c'est Pierre Gasly, le pilote de Formule 1. Et juste avant le Grand Prix de Hongrie, il a porté le maillot du Football Club de Versailles dans les paddocks. Là, tout de suite, les ventes se sont complètement arrachées et on se retrouve avec un club qui évolue en national, mais qui s'est retrouvé avec une rupture de stock sur le maillot. Donc c'est c'est très rare pour un club de national. Et au-delà de ça, vous avez parlé de la série Canal+, donc il bénéficie de cette exposition que n'a aucun club de national. Donc c'est vrai qu'avec le nom Versailles, qui est une marque internationale, et cette exposition assez insolite pour un club de national, forcément, on attend des retours. Mais moi, j'ai pas de doute que ça va arriver. Je pense que les efforts vont finir par payer à un moment donné. D'ailleurs, le maillot du FC Versailles était porté lors des épreuves d'équitation au château de Versailles par de nombreux touristes. Donc ça s'arrache aussi dans la ville. Ça s'est arraché pendant les JO. Jean, qu'est-ce que vous en pensez de cette exposition médiatique? Est-ce que ça leur met pas trop de pression? Non, je pense que c'est bien. Il vaut mieux d'être dans ce cas de figure que les autres clubs qui sont, comme disait Grégory, un petit peu moins dans l'anonymat, un petit peu plus dans l'anonymat, pardon. Mais il est normal qu'on en demande beaucoup à Versailles, vu les moyens qui sont mis en place. Et c'est tout à fait logique qu'en contrepartie, on demande des résultats et de la médiatisation qui fait qu'on parle d'eux pour que, justement, on valorise le club de football de Versailles et aussi la ville et l'ensemble qui va avec, quoi. Donc non, moi je trouve ça tout à fait logique qu'avec les moyens qui sont mis en place, et c'est un plus pour eux d'avoir cette diffusion médiatique à tout va. Donc pas de pression, on l'accepte cette pression.
Quand même, je préfère. Enfin, sportivement, il vaut mieux avoir ce genre de pression que la pression où on n'a rien, où on n'est pas connu, où on cravache pour y arriver sportivement. Là, on va dire qu'ils sont quand même un peu dans du coton. Hein. Et c'est des joueurs qui sont aussi scrutés. Faut le dire aussi, c'est un club qui travaille bien. Je parlais tout à l'heure de l'exemple de Kevin Nadjier. On se retrouve avec des joueurs de national qui sont scrutés par des gros clubs. Il y a aussi Mondi Prunier qui est parti du côté de Charleroi en Belgique. Donc voilà, le travail du FC Versailles est aussi reconnu. Et forcément, au bout d'un moment, on attend que ça paye aussi pour le FC Versailles et pas que pour les autres clubs qui vont venir se servir allègrement dans l'effectif du FC Versailles. Mais ça va finir par payer, moi j'y crois. Alors, prochain match, en tout cas, pour nos Versaillais, ce sera ce vendredi soir contre je n'ai pas noté l'adversaire, contre je ne sais plus, où est-ce que vous avez... on va regarder ça. À l'extérieur, une équipe qui est classée à 13e. On leur souhaite en tout cas une belle victoire. On va voir, hein, Grégory a sorti son portable, a dégainé son portable. Ça va aller très vite contre Nîmes. Contre Nîmes, voilà. J'avais un N, voilà, je n'avais pas, voilà, ce vendredi contre Nîmes. À Nîmes, et ils sont 13e du championnat. Là, il faut gagner. Voilà, il faut gagner. On passe à notre deuxième thématique qui concerne un boxeur yvelinois. Je veux bien sûr parler de Tony Yoka en Angleterre. Le sportif de 32 ans a battu le 27 juillet dernier le Belge Amin Boucheta et il vient de s'imposer contre le Britannique Lama Griggs le 8 septembre. Il l'a battu par KO technique au deuxième round. Mais attention, hein, Griggs n'avait plus combattu depuis juin 2023. Son bilan est désormais de 13 victoires pour 3 défaites au point. Il est désormais 49e poids lourd mondial sur 1486. La question sur cette thématique, peut-il encore faire partie du gratin mondial de sa catégorie poids lourd après ses prestations? Oui ou non? Ouais, non pour Jean. Je vais défendre son parti. Allez, on commence par vous Jean, vous avez dégainé le premier. C'est à vous. Alors moi je dis non, tout simplement parce fini, que... Alors on en avait déjà parlé sur ce plateau. Je pense, encore une fois, je l'avais déjà dit, mais je pense que Tony Yoka n'est pas le boxeur, le grand boxeur qu'on voudrait qu'il soit. Alors il a un promoteur qui est très efficace parce qu'on parle énormément de lui, alors qu'il a quand même un bilan, alors certes, sur les victoires, 13 victoires, 3 défaites, vous avez dit. 13 victoires, 3 défaites, c'est 3 ça. Sauf que quand on a approfondi... 3 défaites au point, hein, il n'a jamais eu de KO. Mais non, mais quand on gratte un petit peu... Bon, il faut dire quand même que là, on est reparti, les 2 derniers combats, on est reparti sur le videur du Macumba et le boucher de prise unique. Oui, on a c'est vrai, un boxeur non classé, et l'autre boxeur était 548e. Donc Griggs avait un bilan de 3 victoires en 11 combats, et Boucheta avait 15 défaites en 23 combats. Les 2 victoires qu'il a... donc ce ne sont pas des boxeurs de haut niveau. Et le problème, c'est que les dernières fois où il s'est confronté à des boxeurs qui commençaient à être d'un certain niveau, ben il a perdu. Il a perdu. Donc pour moi, je crois que maintenant, c'est comme ça, c'est établi par rapport à ses résultats sportifs. Il ne sera jamais le grand boxeur qu'on a voulu et qu'on veut encore qu'il soit. Alors c'est sûr, son promoteur, encore une fois, fait du bon boulot parce qu'on essaie de le remettre encore sur le devant de la scène, mais j'attends encore une fois qu'il prenne vraiment un adversaire de renommée du top 10, on va voir, et je suis quasiment certain qu'il passera pas, parce que c'est comme ça. Il est limité, c'est un bon boxeur, mais c'est pas un très bon, il fait pas partie des meilleurs boxeurs mondiaux. C'est tout. Pour moi, il est fini. Alors Grégory, vous y croyez encore? En fait, je vais être honnête. À la base, j'y crois pas vraiment, mais voilà, j'ai envie qu'il y ait un peu de débat dans cette émission et j'ai envie de trouver des points positifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que Tony Yoka, on s'est retrouvé avec un boxeur il y a encore quelques mois complètement cassé psychologiquement et dans sa carrière. Il est passé sur 3 défaites d'affilée contre Takam Bakolé et contre le Belge Riyad Meri. Pour se remettre en selle, moi j'ai envie de dire, faut aussi se remettre en confiance et peut-être battre des adversaires qui sont largement à sa portée. Donc c'est vrai que on rigolait beaucoup dans cette émission sur les videurs de Macumba. Bon là on a des profils un peu connus par les initiés à la boxe, mais qui ne sont pas des adversaires de renom pour Tony Yoka. Ce qui me fait y croire, il y a plusieurs choses. C'est Jean l'a évoqué. Malgré tout, malgré sa carrière un peu en dents de scie, il bénéficie d'une certaine exposition que n'ont pas les autres boxeurs. Il a un promoteur qui est connu dans le milieu, puisque c'est Frank Warren, qui est connu pour être le promoteur de Daniel Dubois ou encore de Tyson Fury. Donc il peut lui avoir des bons combats. D'ailleurs, il se murmure que peut-être se prépare
la fameuse revanche de la finale olympique de Rio en 2016 face à Joe Joyce. On sait que les deux, il y a une rivalité entre Tony Yoka et le Britannique. Ils se sont combattus 3 fois. Il y a 2 victoires, il me semble, pour Yoka et une seule victoire pour Joe Joyce. 2-1 pour Yoka chez les amateurs. Chez les amateurs, avec quand même la plus belle victoire pour Yoka, c'était sur cette finale 2016 à Rio. Joe Joyce, il me semble qu'il est dans le top 20 mondial, si je dis pas de bêtises. Donc une victoire potentielle contre Joe Joyce, à mon avis, peut le relancer. Et Tony Yoka, il a aussi changé de stratégie dans la manière de se préparer. Là, depuis 1 an maintenant, il était aux États-Unis avant. Il est revenu s'entraîner en Europe, à Londres, et il est entraîné par quelqu'un aussi connu dans le milieu de la boxe, c'est le Nigérian Don Charles, qui aussi entraîne justement Daniel Dubois, qui va combattre, il me semble, demain contre Anthony Joshua. Oui. Tony Yoka sert souvent de sparring partner à Daniel Dubois. Donc, ce qui me fait être positif, même si, voilà, je l'ai dit, à la base, je suis honnête, j'y crois pas vraiment, c'est qu'il bénéficie tout de même d'une aura pour un boxeur qui est quand même 50e mondial. Il y a quand même le nom Yoka, ça parle quand même encore aux passionnés de la boxe. Et j'ai envie de dire aussi, une victoire contre Joe Joyce, si le combat a lieu, ça peut le relancer très vite, peut-être aussi dans cette conquête. Je dis pas qu'il viendra numéro 1 mondial, mais pourquoi pas revenir dans le top 30, le top 20, ça serait déjà un premier objectif. Joe Joyce attend ce combat avec impatience, parce que pour lui, il a gagné lors de la finale olympique en 2016. Oui. Est-ce que vous voulez répondre à Grégory, Jean ? Ouais, non, parce que de toute façon, il a dit qu'il était d'accord avec moi. Donc finalement, c'était juste pour débattre. Voilà, c'était pour débattre. Donc j'ai pas à lui répondre. Je crois. La suite nous prouvera que j'ai raison. Bon, en tout cas, on suivra avec attention la carrière de Tony Yoka, parce que ça nous intéresse depuis de nombreuses années sur TV78. C'est quand même un Yvelinois. Et on espère qu'il aura quand même de très beaux combats à l'avenir. On suivra ça avec curiosité. C'est l'heure de votre envolée, Grégory. On va parler des Jeux Olympiques de Paris 2024. Les Yvelines ont été au cœur de l'événement avec 5 lieux de compétition, ce qui en faisait le 3e département à accueillir le plus d'épreuves avec Paris et la Seine-Saint-Denis. Le territoire a bénéficié d'une exposition en Mondiovision et la beauté des sites a été souvent mise en avant par les observateurs. Alors, quel a été votre site favori, Grégory ? Le premier forcément qui vient en tête, Mickaël, je suis sûr que Jean aussi le pense, c'est ce site d'épreuves d'équitation et de pentathlon moderne, le château de Versailles, le parc du château de Versailles. Il offrait une magnifique perspective sur le Grand Canal et le château. Les images d'OBS, le diffuseur des JO, étaient assez incroyables. À 1 ou 2 exceptions près, la météo était en plus au rendez-vous. Bon, il faisait quand même très chaud dans les tribunes qui n'étaient pas à l'ombre, mais la vue valait vraiment le coup. Alors, trop facile, va peut-être me dire Jean de choisir celui-ci. Je vais lui laisser pour tout à l'heure. Je vais essayer de dresser un petit peu les points positifs de chaque site. Alors, dans les Yvelines, il y avait aussi le golf national à Guyancourt, qui était également de la partie. 139 hectares reconnus mondialement, théâtre de la Ryder Cup en 2018. Son exigeant parcours de l'Albatros avec les 4 derniers trous entourés d'eau, qui en fait l'un des plus beaux au monde, l'un des plus beaux en Europe. On parle là d'un véritable joyau. De national, il y avait aussi le vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines à Montigny-le-Bretonneux. Comme le golf, c'est une structure que l'on connaît bien, qui a été inaugurée en 2014. Sa piste en pin de Sibérie a d'ailleurs été refaite spécialement pour l'événement. Elle a été poncée. L'ambiance était sans doute aussi l'une des meilleures dans les Yvelines, plus sur les Jeux paralympiques que sur les JO, avec des Français qui étaient au rendez-vous. Le seul bémol, on en a souffert tous les deux, Mickaël, c'est la chaleur suffocante à l'intérieur de ce vélodrome. C'était bien, c'était un petit spa quand même pour en plein été. Bon, après, c'est pour garantir aussi la performance des athlètes. Oui. Une chaleur maintenue favorise les belles performances. On a quasiment une trentaine de degrés au niveau de la piste. C'est ça. Et aussi également forcément la chaleur monte cette piste et il fait chaud. En pin de Sibérie. J'ai été sinon très agréablement surpris par la colline d'Elancourt, lieu des épreuves de VTT. Alors pour connaître son passé et les nombreux projets qui se sont succédés quant à son avenir, il y en a eu de nombreux. J'ai été très curieux de voir sa mutation en un site olympique. Et j'ai été convaincu, le lieu a changé mais n'a pas non plus été dénaturé, avec une piste de compétition reposant sur 95% de chemins existants. Les Bleus ont en plus brillé avec Pauline Ferrand-Prévot en or, l'argent pour Victor Koretsky. Et enfin, ce qui faisait le charme pour moi de cette colline, c'était son aspect éphémère avec seulement 2 jours de compétition au programme.
tout comme le dernier site olympique dont je vais vous parler, de Paris 2024 dans le département. C'est bien sûr le stadium de BMX de Saint-Quentin en Yvelines. Son toit a fait beaucoup débat, et ce même dans le dossier du comité d'organisation. Les spectateurs du monde entier avec qui j'ai pu échanger sur place craignaient énormément un manque de visibilité sur les courses à cause des pylônes qui soutiennent ce toit. Mais une fois la nuit tombée, tout ça a été oublié, la luminosité était parfaite pour apprécier les performances des pilotes. Et quelle performance! 3 bleus, Joris Daudet, Romain Mailleux et Sylvain André aux 3 premières places chez les hommes. Un premier triplé français pour des Jeux d'été. En 100 ans, c'est un moment unique que j'ai eu la chance de couvrir pour TV 78, et c'est pour ça que je vais jeter mon dévolu sur ce stadium de BMX de Saint-Quentin en Yvelines, parce que ce qui fait la beauté d'un lieu, pour moi, ce n'est pas que son cadre, c'est aussi l'histoire qui s'écrit sur place. Et Joris, Romain et Sylvain nous ont offert assurément à jamais l'une des plus belles pages du sport tricolore. Bravo Grégory pour cette magnifique envolée. Jean, Magnifique. Alors pour vous, est-ce que vous restez sur le château de Versailles? Oui, parce que oui, effectivement, il peut dire que. On a l'impression que c'est plus l'émotion qui a conquis Grégory, parce que c'est vrai avec que la ce triplé performance français. au niveau du BMX, Avec le BMX. performance sportive est incroyable. Grégory l'a dit, c'est le premier triplé de l'histoire En 100 ans, en 100 ans. Donc bien sûr, sportivement, mais quand même, le château de Versailles, c'est quand même un lieu qui est mythique. Donc quel autre on parle de site, on parle pas de performance sportive là, on parle de site. Donc sans aucun doute, c'est le château de Versailles. Il y en a pas un autre site durant les Jeux Olympiques qui a égalé le château de Versailles, parce que il y a quand même le prestige du lieu, et puis en plus une compétition, comme l'a dit Grégory, qui s'est déroulée de manière magnifique, avec des vues formidables. Alors là, il y a pas, ils sont hors catégorie. Ils sont hors catégorie pour moi. C'était trop facile, voilà, j'ai voulu essayer d'argumenter sur les autres sites. Mais c'était très beau sur tous les sites yvelinois. Tous, ils ont été très bien réussis. On a vécu quand même des Jeux Olympiques magnifiques. Faut le reconnaître. Pour les sceptiques, je l'étais un peu quand même. Donc je suis ravi que ce soit passé comme ça. Mais au niveau des sites yvelinois, et voilà, il y a eu un intérêt aussi sur l'ensemble des Jeux Olympiques à créer une forme de carte postale. Il y a eu le site de beach volley, qui était le site de CSI Foot pendant les Jeux Paralympiques, avec cette vue aussi incroyable sur la Tour Eiffel. Je pense qu'on peut le mettre peut-être sur le même plan que le château de Versailles, même si c'est vrai que le château de Versailles, il y a cette perspective, il y a ce côté aussi royal, forcément, qui ont une, qui mettent cette. C'est vrai, j'aurais mis la Tour Eiffel aussi. La Tour Eiffel. Mais elle est pas dans les Yvelines, malheureusement. C'est vrai. Le Grand Palais aussi, oui, qui était le site d'escrime, qui était un site magnifique et de taekwondo. Mais c'est vrai que oui, le château de Versailles était magnifique. Alors on va terminer cette émission par du tennis. On va parler d'Arthur Rinderknecht, originaire de Saint-Germain-en-Laye. Il fait aujourd'hui partie de l'équipe de France. Il a joué en Coupe Davis contre la République tchèque. Il a notamment gagné en double après une défaite en simple. Récemment, il a fait deuxième tour à l'US Open en s'inclinant contre Rublev, en gagnant les 2 premiers sets. Il est aujourd'hui 57e joueur mondial. La question sur cette thématique, quand on regarde un peu ses performances, deuxième tour, généralement premier tour dans les tournois du Grand Chelem, est-ce qu'il n'a pas atteint son plafond de verre? Est-ce que l'US Open, finalement, n'était pas un reflet de son niveau, tout simplement, en perdant au deuxième tour contre Rublev? Il gagne 2-7-0, il perd 3-2. Non, pour vous, il n'a pas atteint son plafond. Et pour vous, Jean? Il a atteint. Moi, je vais faire le débat. C'est bien. Il y a encore un petit débat. Alors pour vous, Grégory, donc il n'a pas atteint son plafond. Oui, alors, encore une fois, si on prend la logique pure mathématique... Je rappelle qu'il a perdu à l'US Open, c'est ce qu'il a dit dans les médias, parce qu'il a fait trop chaud. Il faisait à peu près 35-40 degrés, donc au soleil, bien sûr, un peu plus chaud. Et il a perdu parce qu'il a changé énormément de fois de chaussures, 3 fois de chaussures, il a utilisé 12-13 t-shirts. Voilà, je tenais à le dire. L'US Open, c'est un cas sur lequel je vais m'appuyer. J'ai envie de dire non, parce que Arthur Rinderknecht, on en a parlé aussi à de nombreuses reprises sur ce plateau, il a quand même un parcours assez atypique. C'est pas le Français que l'on attendait pour venir sauver ce tennis tricolore qui est aux abois, faut le dire, même si... Allez, peut-être il y a quelques améliorations sur les derniers mois, mais encore c'est difficile de voir des points positifs.
c'est quand même un joueur qu'on n'attendait pas, qui arrivait très tard sur le circuit, et pour moi, chaque performance, chaque step qu'il franchit, c'est un plus, c'est que du positif. Il est régulièrement appelé en équipe de France de Coupe Davis. Voilà, bon, la France qui a joué un match qui était déjà assuré d'être éliminé, qui a gagné son dernier match contre la République tchèque. Hein. C'était un match qui comptait pour rien, mais voilà. Arthur Hinnerknecht a joué, il a perdu son simple, il a gagné son double. Donc il vit quand même une belle carrière, une belle petite carrière pour voilà, ce qu'elle était au départ. C'était pas forcément celui qu'on attendait. Et je m'appuie sur le cas de l'US Open parce que on a vu en fait sur l'US Open, et c'est ça qui me fait dire que peut-être il a pas atteint son plafond de verre. On voit que sur des matchs, sur certains matchs contre des adversaires quand même de renom en face, il élimine quand même l'Américain Eubanks au premier tour au terme d'un match assez long qui se conclut au bout du 5e set. Je pense qu'il allait effectivement chercher dans ses réserves sur ce match, mais on voit aussi qu'il est capable de venir titiller un numéro 6 mondial comme Andrei Roublev. Donc c'est ça aussi qui me fait douter parce que il est pas loin. Il est pas loin. Sur le deuxième tour, il était pas loin. Il a gagné les 2 premiers sets face à Roublev. Il fait une très belle entame de match. Il s'écroule ensuite. Je pense qu'il est capable de réaliser des performances et aujourd'hui il est top 50 mondial, enfin 49e. Alors son meilleur classement c'est 42e mondial, mais il est actuellement 57e joueur mondial. La 57e, pardon. Actuellement. Je pense, j'espère qu'il pourra un jour atteindre le top 30, pourquoi pas, top 40, j'espère, c'est tout le mal que je lui souhaite. Très rapidement, parce que c'est bientôt la fin de cette émission. Donc, pour moi, j'ai dit non parce que... Non, j'ai dit oui, pardon. J'ai dit oui parce que, pour moi, c'est un joueur qui manque de constance. Grégory l'a dit, c'est vrai, il est capable de faire des belles performances, mais il est capable aussi de faire de passer complètement à côté. Donc son jeu manque de constance. Et puis là, il reflète tout à fait, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, il reflète tout à fait l'état d'esprit du tennis français depuis de nombreuses années, à savoir quand c'est pas les blessures, parce que généralement, les Français on arrête parce qu'on est blessé. Alors là maintenant, c'est un problème de chaussures, de t-shirt, de chaleur. Non mais le gars il joue au tennis quand même. Faut arrêter quoi. Il faut arrêter. Lui il joue au tennis, mes chaussures me font mal, mon t-shirt il fait trop chaud, il fait trop froid. Et c'est une petite vieille quoi. Non mais faut arrêter. Non, là, moi je dis pour moi, je crois que là, quand on commence à se trouver des excuses à 2 balles comme ça, c'est que là, ou alors il a plus envie, ou alors il est à son maximum, il pourra pas faire mieux. Alors il pourra faire des performances comme on a dit, oui, effectivement, il est capable d'aller titiller quelqu'un, un top 10, il est capable, parce que peut-être que le top 10 il sera pas en forme ce jour-là. Mais ça manque énormément de constance dans son jeu, et pour moi, ce sera pas encore non plus le grand tennisman qu'on attend depuis longtemps. C'est déjà la fin de cette émission. On va terminer comme d'habitude par une citation. Aujourd'hui, je vous propose une citation d'une ancienne tennis woman, la légende Monica Seles, ancienne numéro 1 mondiale. On apprend plus de ses propres défaites que des défaites des autres. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV78.